Cette rencontre laisse en moi trace de chemins nouveaux que mes cellules parcourent sans boussole. Au carrefour de ton torrent, je perds matière. Mes atomes s'espacent. Faire place à l'amalgame de forces créatrices imbriquées. Point de fusion, au bord d'une incorporation, à maintes reprises nous dissolvons l'alliage. Notre virginité abandonnée dans ce passage d'hybridation. Puis, un retour vers l'autre, comme l'aimant et le nord, jusqu'à l'impossible recul. Imbriqués, fusionnés, comme mise sous presse. Que faire de nos solitudes refaçonnées? Littéraires, littérales et littéraux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les Paroles Restent, cette émission qui permet à mes invités de voir leurs écrits, en revanche, nous l'espérons, s'envoler. Je suis Éric Charlebois. Aujourd'hui, vous verrez, vous entendrez, je m'entretiendrai avec une très très bonne amie à moi, Mélanie Rivet, dont vous venez d'entendre la sublime, suave voix. Mélanie, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. Évidemment, je suis avec toi. Oh, t'es gentille. Mélanie, tu es dramaturge, tu as été journaliste, tu es traductrice, évidemment, tu es poète, tu es auteur, tu es aussi artiste de la scène, pardon. Surtout, depuis tout récemment, mais il faut dire à temps plus que complet, tu es directrice générale adjointe du Salon du livre de l'Outaouais. Oui, on prépare la 40e édition avec beaucoup de vigueur et d'énergie. Ça aura lieu à la fin février 2019. Donc, on prépare une programmation assez éclatée. C'est un salon qui est vraiment événementiel. Donc, il y a les rencontres avec les auteurs, avec évidemment les visiteurs, lecteurs, mais il y a aussi plein d'événements, spectacles qu'on prépare là, pour ceux qui sont intéressés aux livres en général, la littérature, mais il y a des différentes formes de livres. Et c'est dans quelques semaines à peine, ça, là. C'est quelle date précisément? Du 28 février au 3 mars. C'est 4 journées bien remplies qu'il ne faut pas manquer. Absolument pas. Merci beaucoup. En passant, c'est très, très, très bien plugué, comme on dit. Donc, le message est fait, c'est livré. Mélanie, tu as écrit, tu as aussi traduit. J'aimerais, avant qu'on commence avec le premier segment, que tu nous parles un tout petit peu, non pas seulement de la maison d'édition Neige Galerie, dont tu es fondatrice et que tu tiens à bout de bras, mais de l'expérience Gerhard Gott, oui, dans le premier temps, OK? Et de l'expérience Larmes aussi. Larmes qui, je tiens à le préciser, a été finaliste au prix Coup de cœur de la ville de Gatineau en 2014. Ouais. Donc, en quelque sorte, la question, c'est la suivante, et c'est tout à fait hors-jeu comme question. Comment compares-tu les deux expériences là, auprès en quelque sorte, la même équipe? Donc, oui. Larmes a couvé longtemps, tandis que Gerhard Gott est arrivé subitement. C'est déjà une grosse différence. On a commencé à travailler avec des bribes d'écriture. Je dis « on » parce que je travaillais avec une artiste visuelle, puis avec la directrice artistique du projet qui était Valérie Mandia. Donc, on a vraiment couvé le projet. La thématique était proposée. C'était un peu une commande, mais en même temps, je me suis approprié ça, le cycle des femmes, la mandragore. Et puis, j'ai écrit des bribes d'écriture inspirées de ma grand-mère, inspirées de ma fille, inspirées de mon propre cycle de vie. Et j'ai épaissi le projet au fil du temps. Gerhard Gott, on me propose un texte qui est tout fait. Il y a des images qui sont fortes, un texte qui est fort. C'est un récit graphique, mais extrêmement poétique. Donc, je devais le faire d'un bloc, finalement, rentrer là-dedans à fond, puis en même temps, délaisser ma voix poétique pour laisser la place à celle de l'auteur que je traduisais. Donc, il y avait un défi. Moi, j'écris d'une façon assez fluide en général, mais là, c'était complexe. Pourtant, c'est simple, ces textes-là, mais ils sont très puissants aussi. Donc, c'était plus ardu. De trouver la voix entre celle de l'auteur puis la mienne, de mettre ça en français. Donc, le défi était différent dans la durée et dans l'intensité. Et chez Neige Galerie, dont tu as été présidente assez longtemps aussi, chez Neige Galerie, eh bien, on se targue de produire des livres qui sont l'amalgame de au moins 2 disciplines artistiques. En partant, il y a la littérature, évidemment, mais il y a aussi, donc, accompagnement sonore, enregistrement sonore, composante visuelle aussi. Oui, absolument. Puis dans Larmes, il y a une trame sonore qui accompagne la lecture. Dans Gerhard Gott, il y a une vidéo, il y a différents clips vidéo qui sont intégrés. Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Autant comme éditeur que comme traductrice, le rapport au livre est différent. Puis quand on lit l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire autant l'image, le texte, que le côté visuel ou bien sonore. Donc, il y a vraiment un travail d'éditeur qui est prenant, mais un travail pour le lecteur aussi à faire, parce qu'on y fait confiance. On pense qu'il est capable d'en prendre plus puis d'aller plus loin là-dedans. Et est-ce que Neige Galerie sera présent
Au Salon du Livre, absolument. Un beau kiosque cette année pour Neige Galerie, dans un beau petit coin du salon pour accueillir les gens. Puis nos livres sont un peu partout depuis un bon bout de temps. Ils ont voyagé à Beyrouth, en France, aux États-Unis. Ils ont été mis à l'étude au Lake Forest College. Puis là, on va être chez nous avec un beau kiosque pour rencontrer et nos artistes et les lecteurs qui nous demandent sont où vos livres. En librairie, mais aussi au Salon du Livre. Sublime. Merci. Mélanie? Ouais. Parle, on tourne. Oh yes. Tu te tournes vers la roue. 12 disciplines, la discipline à laquelle arrive l'aiguille, ben... Oh, nous sommes donc en politique et actualité. La question, elle est fort simple. Comment la politique et l'actualité, Mélanie Rivet, influencent-ils ton écriture? Ça influence énormément mon slam. Parce que je fais du slam régulièrement depuis 2009. Et c'est souvent parce que j'écoute la radio en conduisant et je conduis beaucoup. Donc, j'ai l'occasion d'écouter les nouvelles souvent. Et ça m'est arrivé au moins à 2 reprises de m'arrêter sur le bord de la route puis d'écrire un slam comme ça, rapidement. Il y en a un qui c'était le drame humain de 2 parents qui ont tué leurs enfants puis ont voulu eux-mêmes s'enlever la vie. La mère n'a pas réussi, elle restait en vie. Puis là, j'ai sorti le texte Matrice acide parce que je devais écrire, sinon je faisais une crise d'angoisse sur le bord de l'autoroute. Donc, j'ai sorti ça. Quand il y a eu, on parlait beaucoup d'Harper pendant plusieurs années, j'étais dans un grand événement de slam, puis j'ai entendu dire qu'il avait été faire un spectacle de piano au CNA alors qu'il venait de refuser une politique culturelle pour vraiment faire diffuser nos arts aux Canadiens partout dans le monde, mais lui se permettait de prendre la scène. Puis je pense que c'est pas un artiste, si je me trompe pas. Je pourrais vérifier. Donc, ça m'avait mis vraiment en rogne. Donc, j'ai écrit un texte par rapport à ça. Donc, souvent dans mon slam, on voit que l'actualité ou la politique me met tellement en colère que j'écris. Et est-ce que le politique, lui, t'inspire? Parce que le politique peut aussi être masculin. Donc, la science du politique, est-ce que tu as étudié en Sciences Po? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment littérature, théâtre, mes études, enseignement. En fait, les actions politiques, les actions de négociation, tout ça, c'est l'être humain. C'est la société qui m'inspire là-dedans davantage que le jeu politique. Mais j'en découvre de plus en plus au fil du temps. Fait que ça se peut que j'écrive là-dessus à un moment donné. Écoute, je pense que tu distingues mieux que quiconque m'a enseigné à l'université la politique du politique. Super. Mélanie, on passe déjà à Ton corps est un écrin. Oh, j'ai ici un superbe coffre. Et mieux que des bijoux. Et c'est comme s'y s'il y avait trouvent des questions. Il y a donc 3 rangées. Comme tu le vois, la première rangée, ce sont les tiroirs de la tête, donc la dimension plutôt rationnelle. La deuxième rangée, ce sont les tiroirs des sens, donc la perception sensorielle. La troisième rangée, ce sont les tiroirs du cœur, la dimension affective. Chacun des tiroirs, donc, renferme une question ayant trait à la dimension en question. Tu as tout de même le choix de la rangée et du tiroir, donc tu y vas. Celui-là. Oh, le tiroir du milieu, tiroir des sens. Avec le M pour mon nom. Avec le M pour Mélanie. Très bien, très bien. Mélanie Rivet, quelle est la chose la plus marquante que tu aies perçue, dont tu aies été témoin? Mon Dieu, c'est toute une question, ça. La résilience de ma fille. Oh! Je suis très proche de mes enfants. Ma fille a 13 ans aujourd'hui et elle a appris que, comme moi, elle avait une scoliose importante. Et elle a été au début en colère, puis après, elle s'est mise à assumer ça et aller à l'école et à en parler. Elle avait un corset aussi, c'est pas facile d'aller à l'école secondaire avec un corset, même l'école primaire. Et elle a décidé de prendre ce cheval de bataille-là pour s'épanouir. Et elle a eu une transformation en elle qui est devenue beaucoup plus épanouie puis assumée comme jeune femme. Je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément marquée. Donc, elle est passée, si on veut, d'une compassion, d'une persécution, d'un renfrognement imminent à un éclat, à une déhiscence quelconque. Et est-ce que tu y es pour quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un dialogue entre la mère et la fille à ce moment-là? Évidemment, là, comme elle était atteinte de scoliose, comme moi je l'étais quand j'étais adolescente. Mais je dirais que sûrement que je sers comme modèle, j'imagine, les parents, on sert comme modèle de toute façon, mais elle fait tout en accéléré. C'est-à-dire que moi, ça me prend peut-être 5 ans avant d'arriver à une maturation d'un aspect de ma vie, mais elle fait tout en accéléré. Donc, je pense que oui, en me prenant comme modèle, mais en ayant un concentré dans son action, dans sa mise en application des réflexions. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais j'ai écrit beaucoup sur mon corps aussi, puis tout ça. Là, je veux pas tricher dans ta... Non, mais je pense que... Puis elle a été témoin de ma littérature, elle me suit partout dans les événements. Fait, je pense que ça aussi, ça l'inspire en quelque part. Oh, je pense que oui. Je pense que oui. Elle voit que maman assume superbement donc, tout ce qui est corps, tout ce qui est dévoilé. Mais je l'assume à 40 ans, elle l'assume à 13 ans. Je m'imagine. Mais elle a de la mère, elle a de la mère. Mélanie, un autre tiroir. Dans la tête, pourquoi? Dans la tête, lequel des 3? Ça, le I pour imagination. Sublime.
Mélanie Rivet, quel est ton fantasme le plus dévorant? Oh! Ben, ça va être drôle, là, mais présentement, ce qui me vient à l'esprit, c'est de retourner au Salon du livre de Beyrouth avec un nouvel ouvrage. Parce que j'ai été vraiment soufflée par l'expérience que j'ai vécue là-bas quand je suis allée présenter Larmes. Et puis, j'ai trippé sur leur culture, mais leur accueil des autres aussi, dans un pays que je méconnaissais totalement. Je n'étais jamais allée au Liban avant. Mais de retourner au Salon du livre de Beyrouth puis de faire un événement là-bas avec un nouvel ouvrage. Et est-ce que c'est assez pour carrément motiver exclusivement la production d'un nouvel ouvrage? C'est-à-dire, est-ce que quotidiennement, tu penses à ça en te disant, écoute, je devrais canaliser les énergies, ne serait-ce que pour avoir ce laisser-passer-là au Salon du livre de Beyrouth? Bien, écoute, c'est drôle parce que tu as dit le mot Salon du livre là. Depuis que je suis rentrée en poste au Salon du livre de l'Outaouais, j'ai de plus en plus envie d'écrire de façon constante. Je lis beaucoup présentement et j'avais des projets d'écriture sur la table et j'avais un projet de doctorat éventuellement, mais je m'en irai pas là pour aller à Beyrouth, un doctorat sur la traduction de nos littératures de l'époque du Plessis, puis ce qui a suivi aussi Révolution tranquille, pour pouvoir aider à l'émancipation là-bas, parce qu'on m'avait proposé de faire quelque chose comme ça. Je n'irai pas dans ça pour l'instant, mais l'idée de canaliser un projet d'écriture à partir peut-être de l'été prochain pour éventuellement reprendre contact avec mes collègues là-bas, mes amis, puis aller m'investir. Puis là, de ce temps-ci, c'est le Salon du livre de Beyrouth. Quand je regarde ça passer, j'ai envie d'être là. Donc, l'urgence est là. Fait que ça se peut que ça me pousse pour aller finaliser un projet. Est-ce que tu t'es découvert une quelconque fibre libanaise, à savoir pour les mets libanais quand tu es revenu de Beyrouth? Bon, les mets libanais, on en a ici, mais là-bas, il n'y a rien à voir. C'est fantastique. Non. Mais non, c'est pour les gens. C'est vraiment pour les gens. Premièrement, la francophonie est encore très forte là-bas. Avant on disait c'est la petite Paris. Maintenant, il y a beaucoup d'anglais dans les rues commerciales, sur Amra et tout ça. Sauf que la communauté francophone est vraiment très, très, très vivante et est très multiple. Il y a vraiment différents visages. Puis c'est vraiment pour les individus que j'ai rencontrés. J'ai eu 1000 coups de cœur, puis j'ai 2-3 sœurs là-bas, puis 2-3 frères là, qui m'attendent et qui m'accueilleraient à bras ouverts. La famille vient de s'agrandir. Oui, c'est ça. Très, très bien. Un dernier tiroir, Mélanie. Ici. Tiroir du cœur. Très rapidement, Mélanie Rivet. Ah! Quel est l'événement qui t'a le plus terrifié? Ce sont difficiles de questions, Éric, je trouve. Très bien. C'est en même temps terrifiant, puis en même temps une perte importante que j'ai vécue dernièrement. J'ai perdu un ami dans un terrible accident de voiture. Et puis, d'appréhender cette perte-là soudaine, c'est difficile, ça donne le vertige, puis ça revient en raz-de-marée régulièrement. Et après, de reprendre la route avec les enfants derrière et de faire pas comme si de rien n'était, parce que là, on est conscient, puis on respecte plein d'affaires, puis on tente d'éviter le pire. Donc, de reprendre la route après avoir su cette tragédie-là que mon ami est décédé en voiture, ça m'a terrifiée pendant plusieurs semaines, je te dirais. Je commence à gérer, là, mais ouais. Puis c'est porteur de créativité aussi. J'ai écrit plein de textes après. Absolument. Mais, ouais. Absolument. Bien, écoute, Mélanie, ce qui est un peu moins terrifiant, c'est que c'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Ce qui redevient terrifiant, c'est qu'on a un dernier segment ensemble. Oh! Donc, littéraires et littéraux, vous nous revenez après la pause. À Les Paroles restent. Je m'entretiens avec Mélanie Rivet. Oh, vous êtes de retour! Littéraires, littéraux, je m'entretiens avec Mélanie Rivet. On est arrivé au segment ultime de l'émission, la diseuse de belle aventure. Mélanie, il y a 54 cartes. Légitime ici. Toutefois, chacune des cartes correspond à une question. Le jeu est fort simple. Je mêle maladroitement les cartes, je les étale avant de les échapper, n'est-ce pas? Et tu choisis au hasard, donc dans le train de cartes qui est là, la carte qui te plaît. Tu me la donnes. Je te lis la question, tu réponds à la question. Le 2 de pique. Oh! Mélanie Rivet, quel est le personnage que tu considères toi-même un 2 de pique que tu préfères dans l'histoire de la littérature? Un 2 de pique dans la littérature. Oh! Un 2 de pique, d'habitude, c'est quelqu'un qui n'est pas trop vite. Ouais, c'est ça. On pourrait le voir aussi comme quelqu'un qui surprend, qui désarçonne. Peut-être. J'écoutais en m'en venant Jean-Paul Daou.
Ouais. Puis, évidemment, c'est pas un deux de pique de la littérature, non. mais c'est tout un personnage. Oui. Puis, il est un peu tout le temps off, tu sais, Oui. dans un, je sais pas, dans un cadre fonctionnel, formel. Il fait bien, mais en même temps, il ne fit pas, là. Donc, c'est ça. Je pense que ça serait mon deux de pique préféré, tu sais, pour qui j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur aussi. Tu vois, tu me surprends toi-même. J'avais jamais perçu Jean-Paul ainsi, absolument. On continue? OK, oui, c'est vrai, faut que je pige. On joue aux cartes. Moi, j'aime ça, On joue aux cartes. Le 6 de carreau. Mélanie Rivet, tout simplement. Es-tu romantique? Oui et non. Moi, j'ai lu et relu Victor Hugo. Donc, la littérature de l'époque romantique, ou en tout cas telle que Victor Hugo l'a abordée, c'est-à-dire le beau et le laid, le drame, l'humain, donc plus grand que nature, ça me fait triper. Puis ça me fait triper quand c'est actualisé aussi. Donc, dans ce que je lis, quand je sens un élément romantique, mais vraiment dans ce sens-là, là, du choc entre les deux, tu sais, la bête et l'homme, puis tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, là, avis à, à mon copain puis à ceux qui pourraient s'essayer, si supposons que tu me donnes un rendez-vous, puis tu mets la petite musique habituelle, tu mets une rose sur la table, puis tu ouvres le même vin que d'habitude, puis que je sais qu'après le souper, il devrait se passer d'autres choses de plus corsé, c'est sûr que j'embarque pas. Donc, dans un romantisme, soit surprenant ou plus grand que nature, oui. Puis ça, j'ai vécu des belles histoires comme ça qui peuvent me permettre de dire oui, mais pas à l'eau de rose. Donc, que ce ne soit pas trop convenu. Ouais. Pas habituel, comme tu l'as si bien dit, et surtout pas d'eau de rose. Oui, mais en même temps, oui, il y a un peu d'épine, c'est ça. Puis on le voit dans l'âme, dans mon écriture. Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un d'amoureuse, je suis quelqu'un d'incarné physiquement dans mon corps. Et puis, j'en écris des choses un peu à l'eau de rose. Mais je m'arrange pour qu'il y ait des épines qui dépassent un peu partout. Ou en tout cas, ça arrive naturellement. Ce que je veux ajouter, c'est que sur scène, tu surprends encore une fois, on va parler de l'étonnement. Tu surprends parce que tu as cette voix suave-là, comme je le disais tout à l'heure. Mais évidemment, tu ponctues ça de beaucoup de percussions. Donc, il y a beaucoup d'épines chez Mélanie Rivet, donc qui ressortent de Mélanie Rivet sur scène aussi. Donc, très, très bien. Wow! Wow! Ici. Le 7 de cœur. Oh! Je suis content qu'on soit tombé sur cette question, Mélanie. La poésie est-elle accessible, selon toi? Ah! Bien, pour moi, c'est une évidence. Quand on tente de comprendre la poésie, c'est plus tough. Mais quand on veut la recevoir, c'est super accessible. Donc, on accepte de la recevoir, pas qu'on veut, c'est pas volontaire. On accepte de la recevoir, c'est super accessible. Puis, anecdote, mon livre Plume vilaine et jambes de laine, mon livre pour enfants, quand il a été publié au studio Première Ligne, l'éditeur m'a dit, bien, il y avait un appel à manuscrit pour un conte qui mélangeait BD et conte pour enfants de 3 à 5 ans. Fait que moi, j'ai écrit avec mes enfants. J'ai pris des contes pour m'inspirer, qui ont choisi eux, et j'ai écrit ça. Puis moi, j'étais super fière, mes enfants adoraient ça. Je l'ai envoyé à l'éditeur, il a fait « langage trop rehaussé, beaucoup de poésie dans ton écriture. » Ça, c'est correct, on peut l'accepter, donc vas-y à fond dans la rime puis la poésie. Mais le niveau de langue, change-là, il est trop corsé. Je vais comme, mais mes enfants, ils acceptent ça, ils le reçoivent puis ils le comprennent. Là, on a joué à négocier quel mot on gardait, quel mot on laissait tomber là-dedans. Mais ce livre-là a super bien marché. Je suis allée en garderie, donc les enfants avaient 2, 3, 5 ans, puis ils adoraient mon livre. Et je suis allée au primaire, pas au secondaire, le présenter. Secondaire plus pour dire, bien, il y a ça, tu sais, comme auteur, là, en parler. Ouais. Mais j'ai lu au primaire, dans les garderies, puis ça marchait bien. Donc, la poésie est accessible, puis à tout âge. Écoute, tu as produit, je le savais, là, mais je suis content que tu en parles. Et parce qu'on n'en parle pas assez souvent. La poésie ensemble, pour enfants. dis-je bien, de ce livre-là, et de la poésie pour enfants. Ouais. Donc, avec ce il y en a de plus en plus. La poésie pour enfants, je pense que Simon Boulris en a fait. Il y a eu vraiment une vague. Puis si les enfants peuvent avoir accès à la poésie, je pense que les adultes, on est capable aussi. Il faut juste trouver notre créneau. Il y a de la poésie plus urbaine, plus rough un peu, et de la poésie plus littéraire. Il y en a qui est rimé, il y en a qui n'est pas rimé. Donc, il y a vraiment de tout. Il faut juste l'accueillir. Mais tu le dis superbement. Il faut la recevoir, il faut l'accueillir parce qu'elle est là. Quoi qu'il en soit, elle est là. Elle peut vous fouetter, elle peut vous flageller, elle peut être draide dans votre face. Et il faut accepter soit de l'accueillir, soit de la repousser. Très, très beau. Très, très beau. On continue. Okay. Ça va trop bien. Oh! Oh! Un joker. Oh! Ça veut dire quoi, ça? Donc, on s'allège un tout petit peu. Mélanie Rivet, aimes-tu l'humour? Oui, maintenant je l'aime, mais grâce à mes étudiants. Quand j'ai enseigné au secondaire, jusqu'à ce que j'enseigne au secondaire, j'avais pas beaucoup le sens de l'humour. Bien oui, je l'avais, mais en famille, en sécurité, on rigolait beaucoup avec les cousins et cousines, avec mes parents. Mais j'étais soupe au lait.
Donc, je pensais tout le temps que les choses étaient retournées contre moi, puis j'étais soupe au lait. Puis je riais pas facilement des niaiseries un peu absurdes, puis tout ça. Puis mes élèves, en enseignement secondaire, on n'a comme pas le choix, là. Je veux dire, ça fait partie des adolescents de rigoler, surtout avec une gang de gars, que j'ai eu des groupes quasiment juste de gars. Et ils m'ont appris l'humour, parce que sinon, je m'en sortais pas de mes cours. Et puis, je me suis mis à adorer ça. Donc, j'ai commencé à aimer la bande dessinée puis l'humour à peu près dans les mêmes années, confrontée avec des adolescents. Puis, ouais, c'est ça. Fait que maintenant, j'adore ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes que tu as mis à exécution dans le cadre de l'écriture, dans le cadre de l'exercice de la création? Bien, je dirais que la règle de 3 que j'enseignais en art clownesque peut servir en écriture, particulièrement dans le slam, encore une fois, plus que dans l'écriture plus poétique ou dramaturgique. Quoique en théâtre, j'ai dû aussi créer des effets comiques, là, parce que je parle de théâtre engagé. Porteur de sens, un enfant du monde, ça parle des enfants des rues du Pérou, entre autres. Mon autre pièce, Être, ça parle du mal-être des trentenaires, puis avec des fausses couches, puis comment on devient parent dans le cadre d'aujourd'hui. Mais si c'est juste lourd, c'est difficile à suivre. Donc, de jouer avec l'alternance entre l'humour puis le drame, j'ai appris à jouer un peu avec ça. Je suis pas encore parfaite. Je dirais pas stand-up comique demain matin, là, mais j'ai appris à apprécier ça autant comme spectatrice que comme auteur. Et c'est vrai, tu as toi-même une personnalité très truculente, à savoir qu'il y a beaucoup de cynisme dans les dialogues que tu entretiens avec ton entourage, mais aussi, encore une fois, Mélanie Rivet, l'animatrice, elle est très truculente. Donc moi, je te dis que Mais j'aime avoir du plaisir, en tout cas. Tu maîtrises de mieux en mieux l'humour sublime. Merci aux étudiants. Oui. Le 4 de carreau. Oh! Mélanie, habituellement, est-ce que tu suis plutôt ton intuition ou ta raison? À l'intuition. Ah oui? L'intuition. Mais comme gestionnaire, j'ai appris au fil du temps à me déposer un peu plus avant de prendre une décision plus importante ou de répondre à un courriel un peu plus touché. C'est bon de prendre le temps de se poser avant de répondre des choses qu'on pourrait regretter après. Mais quand j'ai pas écouté mon intuition, je me suis trompée. Je l'ai fait des fois, être trop raisonnable par rapport à ce que j'avais à faire, puis je me suis trompée, j'ai regretté après. Donc, quand on a une petite voix qu'on sent en dedans, en tout cas, moi, je pense, il faut que je l'écoute. Il y a des raisons pour ça, puis des fois, je vais les comprendre plus tard. Mais, ouais, l'intuition. Puis quand j'ai un flash, ça peut être pour mon écriture, ça peut être pour un job de gestion, ça peut être pour la programmation du Salon du Livre qu'on prépare. Si j'ai quelque chose de fort qui vient, puis je sais que c'est important, je ne sais pas encore où ça va, donc ma raison va dire c'est quoi le rapport, mais je me fais confiance qu'à un moment donné, ça va rentrer dans un processus opérationnel. Mais ouais, plus l'intuition. Tu accordes à l'intuition une petite voix. C'est intéressant de te voir faire. La petite voix est ici. Oui, on la sent, là. La raison a-t-elle une voix, elle? Ah oui, mais plus là. OK, donc la voix de la raison, elle est plus cérébrale. Absolument. OK. Oui, oui. Parce qu'il faut réfléchir activement à différents enjeux. L'intuition, tu ne réfléchis pas, ça te remplit, là. Un peu comme la créativité, la création. En tout cas, moi, je le vis comme ça, là. Je sais qu'il y a des gens qui disent c'est pas vrai que l'intuition vient comme ça, la créativité vient comme ça, puis te remplit. Il y a des gens qui travaillent de façon plus raisonnée leur création, là. Moi, en général, je suis plus à me laisser porter. Est-ce que la raison revient sur le produit de l'intuition? On parle Bien, dans il un faut contexte toujours. d'écriture. Oui, parce que ça prend de la réécriture. 99 du temps, je te dirais. Il y a quelques textes que j'ai écrits puis qui étaient tels quels, je ne pouvais pas les toucher. Puis même en prêtant à d'autres pour les faire lire, avoir des commentaires, c'était tellement arrivé en bloc complet que le souffle puis tout ça. Là. Mais puis j'aime beaucoup coacher en écriture, puis je coach en réécriture. D'ailleurs, je me suis inspirée beaucoup du travail de Stéphane Cloutier, qui a donné longtemps ces ateliers-là, que j'ai repris après pour lui. Puis pour moi, c'est un plaisir aussi, mais de la raison, là, de voir comment on peut jouer avec la grammaire, avec les synonymes, avec la structure, déplacer des blocs. Puis là, on va vers l'œuvre d'art, on va pas juste vers le trip personnel. Tu sais, j'ai écrit des œuvres qui sont plus des témoignages, mais quand on écrit une œuvre d'art, on le sent à un moment donné, c'est rendu là, c'est à point. Puis ça prend la raison un peu pour ça. C'est sublime, sublime. Donc, il y a une distinction claire, encore une fois, entre la création brute, et l'œuvre d'art. Ouais, ouais. Et peut-être qu'en écriture, ben, ça se situe dans l'art de la réécriture. Wow! Ouais, je pense que oui. Wow! On vous écoute attentivement en passant, Mélanie Rivet. Il y a beaucoup de conseils que vous nous prodiguez à travers ça. Est-ce qu'il y a une facture qui va suivre? Le Oui, valet justement. de pique, le valet de pique. Mélanie, quel est le plus grand obstacle à ton travail d'écrivaine? Le temps. Le temps. Le temps. J'aimerais donc ça, à un moment donné, pouvoir m'offrir une résidence de création, puis de me donner tout le temps pour perdre mon temps, parce que dans la perte de temps, il y a énormément d'espace à la créativité. Donc, c'est ça. Si je pouvais m'offrir, à un moment donné, soit m'offrir moi ou avoir une bourse pour une résidence de création, parce que j'écris tout le temps, là, mais pour peaufiner un projet, ça prend du temps.
je pense que tu connais la chose suffisamment. Donc, c'est ça, je pense que c'est le principal obstacle, le temps. Puis après, je réfléchissais hier, je discutais avec mon copain, puis il me disait, tu as travaillé beaucoup en co-création. Avec Sue Mills dans l'arme, avec Geneviève Duong en danse contemporaine, avec Alexandre Desjardins en vidéo mapping. Je fais beaucoup ça, puis j'aime ça. Mais il me semble que tu es dû, je sens que tu as le goût d'apporter un projet à terme seul. Tu l'as déjà fait, tu as fait 2 pièces, un livre, mais... Puis là, j'ai fait, ah ouais. Puis là, c'est la crainte de, bien, tout seul, je suis encore capable, ça va-tu être bon? Qui j'ai pour me, comme espèce de faire un contrepoids? Puis, donc, c'est aussi le temps, mais c'est aussi de dire, go, j'y vais, je me fais confiance, puis je laisse aller. Il y a peut-être des gens du milieu que tu connais bien qui pourraient servir de rempart à cet égard-là. Ouais. Donc, qui, au lieu de co-écrire avec toi, pourrait servir de lecteur. Donc, c'est une autre forme de co-création. Oui, tout à fait. Là, en mentorat, d'ailleurs, je l'ai fait en traduction littéraire dans le cadre de maîtrise. J'ai eu deux mentors, Guy-Jean et Madeleine Stratford. Ça a été précieux. C'était justement mes remparts pour me ramener, pour me dire, ah là, ça fonctionnait le moins. C'est vrai qu'en écriture, d'ailleurs, j'ai projet de réécrire une pièce de théâtre que j'avais écrite et produite il y a quelques années. Et puis, j'ai un bon dramaturge qui m'a dit qu'il me coacherait dans la réécriture. Donc, j'ai déjà commencé, dans le fond, à travailler dans ce sens-là. Tu es très bien entouré. Et tu es bourré de talent et surtout, tu es bourré de rigueur. Fait que je suis même pas inquiet. Un autre carte. La dame de carreau. Ah! Mélanie Rivet, comment devrait-on régler la question du genre une fois pour toutes en écriture? Autrement dit, qui l'emporte? Le masculin ou le féminin? Ça dépend des œuvres. Ah! Ah! Ouais, pourquoi Explique. pas? Bien, en fait, j'aimerais bien écrire une œuvre épicène pour voir qu'est-ce que ça donne comme défi. Ouais. C'est-à-dire une œuvre où tout le monde peut se reconnaître. Donc ça, c'est un travail, hein, c'est cérébral en quelque part, là. Un travail vraiment pour la structure des phrases puis tout ça. Mais écoute, j'ai une œuvre profondément féminine. Puis je refusais cette étiquette-là longtemps quand les gens me le disaient. Mais là, quand je vais fouiller dans mes textes pour les lire dans des situations, je me rends compte que oui, je pense que j'ai une œuvre féminine dans le propos sur la femme. J'écris pas juste sur la femme, mais... Donc, pour moi, je peux pas dire que ça m'habite pas, ça. Mais c'était pas un choix conscient. C'est vraiment venu comme de l'écriture, de l'urgence d'écrire. Je pense qu'il faut adapter aux différents projets puis accepter qu'il y en a d'autres qui fassent des choix différents de nous. Je pense à la traduction féministe. J'ai discuté avec des gens qui font une traduction féministe d'une œuvre, d'un guide. Je trouve ça fort intéressant. L'Accord féministe, justement, le groupe qui fait ce travail-là de traduire un guide pour les femmes, mais de façon féministe. Je pense que c'est intéressant, puis ça prend ça. Oui, puis je trouve ça intéressant, toute la vague des queer puis tout ça, qui prennent leur place aussi. La non-définition des genres est intéressante. Ça pose un beau défi d'écriture créative. Fait que on laisse la place à tout le monde? Oui, écoute, et Ouais, je pense que tu le résumes très bien en disant accepter que les gens ne procéderont pas tous et toutes de la même façon. Absolument, absolument. Une toute dernière, Mélanie, sans doute, là. Ça brûle, le 4 de pique. Oh, Mélanie, qu'évoque pour toi chacun des 4 points cardinaux? Donc, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ça évoque quoi pour toi? Le nord, la tête. Oui. Le froid, donc le cocooning aussi. L'est, l'orientalité. Le désir de voir plus loin. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Je te réponds vraiment spontanément. De voir plus loin, l'horizon plus large. Très beau. L'Ouest, l'aspect plus anglophone. Puis je te dis, je réfléchis même pas pourquoi, là, ça sort comme ça. Là. Le côté cow-boy aussi, j'ai un côté cow-boy en moi. Je me suis passionnée longtemps pour les films western puis tout ça. Le Sud, la chaleur, la plage. Puis moi, j'ai besoin d'eau et de mer le plus souvent possible. Je ne vais pas souvent à la mer, mais dès que je peux. Bon, ben là, mon Sud, bientôt, ça va être le bord du fleuve, Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas très chaud à ce temps-ci de l'année, c'est pas très chaud souvent dans l'année. Mais bon, ouais, le Sud, la mer, finalement, l'air salin. Sublime. Mélanie Rivet, c'est déjà tout. Nous, on s'en va au nord-ouest très bientôt, au Salon du Livre de l'Outaouais. Entre autres, te saluer, jaser avec toi. Je te remercie énormément, Mélanie. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Littéraires, littérales et littéraux, c'est un rendez-vous à une fois très, très prochaine. Éric Charlebois qui vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Allez, paroles restent.